Salut à tous, bienvenue dans Ciné-Série et compagnie pour un voyage à travers les écrans, les cultures et les pays. Des pays comme l'Iran, avec en toile de fond l'univers d'un cinéaste insoumis, Jafar Panahi, célébré en ce moment ici au centre Georges Pompidou. Mais c'est son compatriote Asghar Farhadi, doublement récompensé au dernier festival de Cannes pour son film Le Client, qui nous offre, dans le screen parfait, une leçon de mise en scène de haut vol. L'Italie, c'est le terrain de jeu de Ron Howard qui poursuit son adaptation des romans de Dan Brown. Dans Inferno, il réunit entre autres Tom Hanks et Omar Sy pour un thriller mené tambour battant de Venise à Florence. C'est dans le PS I Love You. La Russie, elle, inspire Angelin Preljocaj. Le chorégraphe signe son premier film et adapte la bande dessinée Paulina, le parcours d'une jeune danseuse du Bolchoï aux grandes compagnies françaises. Il partage avec nous son amour du 7e art dans l'extra interview. Madame et Cyrielle reste fidèle aux États-Unis et se pâme pour un acteur formidable, Wendell Pierce, vu dans Trémé et The Wire. Mais tout de suite, on commence avec un véritable trésor national, Karine Viard. C'est une actrice populaire au sens noble du terme. Karine Viard excelle à donner vie à des héroïnes du quotidien. C'est le cas une fois encore dans Le Petit Locataire, un premier film épatant d'humanité. Elle y incarne une femme qui tombe enceinte à près de 50 ans, ce qui va semer le trouble dans sa famille déjà bien dysfonctionnelle. Ça va, je suis pas grabataire. Mais... le père? Non. Mais tu vas pas me la faire à chaque fois, celle-là. Tu me prends pour une pute ou quoi? Non, mais non. Karine Viard, une reine de la comédie, énergique et subtile à la fois, mais prête à céder son trône pour explorer d'autres territoires plus extrêmes. Chère Karine, incarner une femme déjà grand-mère qui tombe enceinte à la veille de ses 50 ans, ça vous a botté tout de suite ou vous vous êtes dit ça va me donner un coup de vieux? Oh non, non, pas du tout. Le coup de vieux, malheureusement, je l'ai ou je l'ai pas d'ailleurs. Je me sens pas avec un coup de vieux, mais ce rôle-là me met pas plus un coup de vieux. J'ai l'âge que j'ai. Dans cette histoire-là, il se trouve que, comme tout est un peu dysfonctionnel, j'ai eu un enfant à 15 ans, que je me retrouve grand-mère, effectivement, et que m'arrive un enfant à 49 ans, ce qui est assez original, mais qui est tout à fait possible. Donc, voilà, tous ces probables-là n'ont pas fait que je me suis dit « Oh là là, quand même, c'est gonflé d'accepter ce rôle ». C'est juste que le scénario était tellement irrésistible que, voilà, j'ai pas hésité longtemps. Hein. Ils embauchent aux espaces verts. Qu'est-ce que t'en penses? Je leur parle de toi? De moi? Bah oui. Bah pourquoi? Eh bah pour qu'ils t'embauchent, pardi. Enfin, Nicole, t'es la première à dire que j'ai pas la main verte. C'est pas Versailles non plus, hein, c'est l'autoroute. Vous avez cette aisance à incarner ces héroïnes du quotidien, que ce soit dans Ma part du gâteau de Cédric Lapiche, dans les films de Solveig Hanspack. Elles tiennent tout leur petit monde à bout de bras, elles sont solides et elles sont ancrées dans le réel. Vous les aimez pour ça? Moi, j'ai toujours pensé que dans la normalité, il y a beaucoup d'originalité aussi. Et puis, c'est vrai que c'est un peu mon fonds de commerce, les femmes populaires, courageuses, etc. Ce qui, d'une certaine façon, peut aussi m'énerver, parce que je me sens vraiment aussi très différente. Ouais. Quand j'ai interprété dans Le Grand Partage de Alexandra Leclerc, une grande bourgeoise qui n'a jamais levé le petit doigt pour même laver une tasse à café, j'ai adoré jouer ça aussi, et je la comprenais tout autant. Mais quand vous dites fond de commerce, vous avez une forme de lassitude? Vous trouvez qu'on vous propose parfois trop Moi, j'ai franchement beaucoup de chance parce que j'ai des rôles très différents. Mais c'est vrai que si on me colle cette étiquette-là, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que c'est une étiquette, oui. C'est ça qui me plaît pas. Moi, j'ai envie d'avoir tous les droits, en fait. De jouer tout et son contraire. Te voilà de nouveau habité, hein? Ah oui, t'as un petit locataire qui loge dans ton ventre. Bah là, c'est carrément un squatter, en fait. C'est vrai que vous avez ce côté très populaire. Le mystère, c'est pas pour vous? Parfois, vous aimeriez être plus actrice, entre guillemets. Si j'avais envie d'être plus actrice, je le serais. Le problème, c'est que moi, je veux être libre d'être qui je suis, que je sois actrice ou que je sois pas actrice. Je pense que je porte un mystère qui est le mien, qui n'est pas le mystère convenu, qui serait le mystère de l'actrice un peu fatale. Je porte un mystère à travers une certaine limpidité, ce qui est beaucoup plus subtil, à mon avis. La comédie, parce qu'on vous a beaucoup vu ces derniers temps dans des comédies, et puis ça fait partie de votre ADN. Comment faire pour que ça reste un terrain de jeu qui vous inspire encore, on pourrait penser que vous en avez fait beaucoup et que c'est peut-être devenu trop facile? Alors,
Ce qui renouvelle le désir, c'est l'autre, en fait. Comme toujours, comme partout. Un metteur en scène nouveau, des partenaires nouveaux, et tout est à recommencer, en fait. Quand c'est pas difficile, c'est l'occasion aussi d'expérimenter d'autres choses. Comme on ne me demande pas d'être dans l'abattage, ce que j'aime de moins en moins d'ailleurs, et bien alors c'est l'occasion d'expérimenter quelque chose de plus intime, de plus profond, de plus abandonné. Donc j'ai toujours des choses à expérimenter. J'ai effectivement beaucoup d'expériences, mais cette expérience-là, elle n'est pas très intéressante. Parce que si c'est l'expérience qui dit « moi je sais, vous savez pas », c'est pas intéressant. Si c'est l'expérience qui dit « ouf, trop fastoche, je vais y aller comme ça », c'est pas intéressant non plus. J'ai une grande estime pour le travail. Le travail vraiment avec un grand T, quoi. Et finalement, si tu es vraiment dans le travail, tu ne te lasses jamais. Jean-Pierre, j'ai bien réfléchi. Elle est trop vieux pour ça. Non mais tu nous imagines, j'ai déjà du mal à me baisser pour ramasser mes chaussettes. Oui, enfin, je te rassure, tu l'as jamais fait, hein. Est-ce que parfois on vous propose pas certains rôles? Alors, je suppose que oui. Je pense par exemple qu'on ne pense pas à moi pour des histoires d'amour torrides, sentimentales. Du coup, évidemment, c'est ça que j'ai envie de faire aussi. Ouais. Ou l'exaltation amoureuse, par exemple. C'est une chose qu'on ne me fait jamais jouer. L'exaltation amoureuse, voilà. Et peut-être qu'on ne me le propose pas parce que je ne serais pas intéressante là-dedans. C'est possible. Ou pas. Je vous avais entendu parler de votre attraction pour les monstres, pour la figure des monstres. Donc c'est des monstres de quelle nature? Vous pensez à des figures en particulier? Oui, oui, tout à fait. Ben, moi, il y a 2 figures de monstres qui me ravagent. C'est Notre-Dame de Paris avec Anthony Quinn. Donc là, moi, ça a été mon premier choc. Je crois que c'est même à la base de mon envie d'être actrice. Quand Anthony Quinn se balance en haut de Notre-Dame comme ça, ivre d'amour et de souffrance parce qu'il est un monstre et que cette belle fille verra jamais la personne qu'il est à l'intérieur, mais ça m'a procuré une telle émotion. Ça a été si fort en moi que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ce que fait Anthony Quinn, c'est-à-dire faire sortir, faire exploser le cadre. Et après, évidemment, il y a Elephant Man. Elephant Man, c'est juste sublime. Ça me ravage, moi. Ce sont des beaux monstres parce que ce sont des belles personnes. Oui. Mais le monstre, la noirceur totale, ça... Moi, je peux aimer aussi Ouais. interpréter ça. Ouais. La froideur, le manque d'empathie, la folie, quoi. Quand tu t'appelles Fourniret, comment tu te vois? Mais pareil, le type, là, qui a comment il s'appelle, qui a fait la faillite de tout le monde, là. Ouais. Madoff. Moi, Madoff, j'ai lu plein de livres autour de Madoff. Ça me passionne. C'est-à-dire, ce type, il a menti à sa femme, à ses gosses, son gosse s'est suicidé, il n'en a juste rien à foutre. Il est en tôle, il est le king de la tôle, il a une capacité d'adaptation incroyable, il est monstrueux. Mais moi, j'en suis folle. Demain, tu me proposes de jouer Madoff, mais je suis folle de ça. J'attends qui va vous proposer. Ou la réalisatrice. Moi aussi, je l'attends. Moi aussi, je l'attends. Alors, Karine Viard, on a une petite tradition dans cette émission, c'est maintenant vous qui aurez le mot de la fin. Juste un dernier mot de vous. Allez. Légèreté. Parce que la légèreté n'empêche pas la profondeur. Cher Ron Howard, depuis les années 80, vous avez décidé de passer réalisateur pour de bon. C'est la première fois que vous vous attaquez au genre horrifique. Soper's created a plague. If a plague exists, do you know how many governments would want it? And what they'd do to get it? Car décrypter la matière de la divine comédie de Dante, c'est s'enfoncer dans l'horreur et le péché, un terreau parfait pour planter le décor de ce nouvel opus adapté du best-seller de Dan Brown. Dante's hell isn't fiction. It's prophecy. Vous avez réalisé les 2 premiers avec le succès que l'on connaît. Dans Inferno, on cause surpopulation, fin du monde et supplice. Et comme pour toutes ces adaptations, c'est l'excellent Tom Hanks qui s'y recolle avec brio 10 ans après le premier épisode du Da Vinci Code dans le même rôle de Robert Langdon. Symbols are a language that can help us understand our past. On y croise notre compatriote Omar Sy, nouvelle étoile américaine, entre autres stars. A puzzle specifically designed for you. He created a plague. Et on y tremble d'effroi pour l'avenir de l'humanité, le tout au milieu de la magnifique architecture italienne.
Alors mon cher Ron, quel est le secret d'un bon blockbuster à 75 millions de dollars? The promise of this movie is to have all of the fun and the intrigue of using history, but this one is more modern because it doesn't deal with an issue of religion or history. It deals with overpopulation, and that's a controversial, hot-button idea that we've all thought about. So I enjoyed that. I also enjoyed working with the visions of hell, which not only defined hell for Western civilization, but Dante actually was also inventing the modern horror film. And as a director, I was able to use some of this imagery in the movie in ways that was kind of a surprise even for me. Avec ce type de film, vous avez une sacrée responsabilité sur les épaules, car les lecteurs de Dan Brown vous attendent au tournant. I feel excitement and a sense of responsibility to Dan Brown as an artist, as a creative person, but also to try to understand what it is that people really respond to in the books. And I have a lot of casual conversations with people who like the books to understand what the highlights are. So I like to know that. La promo aussi est éprouvante. Un film comme celui-ci commence sa publicité des mois en amont, voire des années. De la petite tournée gentillette débutée en mai 2015 à Florence, on passe très vite au gros Barnum de Singapour en juin dernier, où Tom Hanks est aussi bien accueilli qu'un éventuel Brad Pitt. Attention, preuve à l'appui. My synapse has just exploded on the inside. Mais mon cher Ron, votre super adaptation, votre super promo, vos super acteurs, Tom Hanks, Felicity Jones, Irfan Khan, tout ça, c'est de la roupie de Sansonnet à côté de notre Omar Sy national, surtout quand il parle anglais so cute. Tom Hanks is just a bless and a luck, so I keep my eyes and my ear open all the day. Even if I'm not in the scene, I just want to learn. So that was the opportunity. And we are I know we are in a entertaining and good story, wonderful trailer, and it's a new genre for me. Parce que vous savez, Ron, le petit Omar, on le suit depuis toujours, et quelque part son histoire est liée à la vôtre. En 2006, il creve à l'écran dans Nos Jours Heureux, pile poil pendant le tournage du Da Vinci Code. Je me rappelle du tournage, parce qu'on avait entendu dire que Tom Hanks était à Paris et que Ron Howard était le réalisateur du film, qu'ils allaient tourner au Louvre et qu'il y avait Jean Reno et Audrey Tautou dans le film. C'était des bruits qu'on entendait dans Paris. On essayait de passer en scooter à Rivoli pour voir si on pouvait apercevoir Tom Hanks. On faisait des trucs comme ça. Je m'en rappelle très très bien, bien sûr, bien sûr. 10 ans plus tard, Omar Sy rejoint l'impressionnant casting d'Inferno sous votre réalisation bienveillante de grands metteurs en scène. Car si dans mon cœur, vous restez Richie Cunningham à jamais, vous faites partie des meilleurs réalisateurs de votre génération. J'ai donc percé à jour le secret de votre blockbuster. Une excellente adaptation, des lieux de tournage exceptionnels et un casting international dont Tom Hanks, Irfan Khan et Omar Sy, qui, avec vous, mon cher Ron, êtes bien les dernières personnes qu'on souhaite voir brûler dans l'enfer de Dante. Bless the lighthouse. We still have a chance to save the world. Humanity is the disease. Inferno is the cure. La démarche de l'extra interview est de révéler les liens secrets qu'une personnalité entretient avec le cinéma et la série. À l'occasion de la sortie de son premier film, nous avons rencontré le chorégraphe Angelin Presz-Jocage à la Schola Cantorum de Paris, l'école qui le forma à la danse moderne. Petit pas de deux, autour d'une chorégraphie d'images. Мне надоело бездумно исполнять чью-то хореографию. Я хочу научиться видеть мир. Во Францию едешь? А как же Большой? La Pauline du Bolshoi n'existe plus. Moi, je suis particulièrement heureux de vous recevoir parce que tout votre univers de travail est baigné de cinéma. Dans vos références, il y a Eisenstein, le cuirassé Potemkin, il y a Barry Lyndon de Kubrick, il y a Polanski. Oui. Qui vous a amené, vous a initié à cet art visuel du cinéma? Je crois que c'est mon père qui était un grand amateur de cinéma et qui adorait les films américains, évidemment. De Gary Cooper, c'était son idole.
Et voilà, il m'a emmené au cinéma quand j'étais tout petit et ça a été peut-être le déclenchement de quelque chose. Une histoire avec le cinéma, une histoire secrète. Secrète qui raconterait quoi? La relation mystérieuse qu'entretiennent les corps avec les images et le cadre et cette danse incroyable qui se joue dans le cadre d'une caméra qui, en termes chorégraphiques, m'a rejoint. C'est-à-dire cette idée qu'il y a aussi une chorégraphie de la caméra qu'on peut voir dans les films qui est un peu insidieuse, qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais qui est là et qui met en valeur les corps. En 1992, vous rencontrez Roman Polanski. Il a déjà fait Chinatown, Tess, Rosemary Baby. Est-ce que vous parlez de cinéma quand vous vous rencontrez? Oui, on a beaucoup parlé de cinéma, mais on a parlé aussi de mouvement, de danse, et aussi on a beaucoup parlé de Bruce Lee. On avait tous les deux cette même passion pour Bruce Lee. C'est sur ce point-là que tout à coup on a découvert qu'on avait cette idée du mouvement et aussi peut-être cette idée de cinéma, peut-être qui fait que qu'on sentait qu'on parlait le même langage en fait. Parce que tout cet art, évidemment un art de combat qui est celui du kung-fu de Bruce Lee, mais qui est une danse aussi, et où le corps joue un rôle incroyable dans les films de kung-fu. Eh bien, Polanski en avait une grande admiration et moi-même, je retrouvais quelque chose qui était lié à ma danse aussi. Vous avez été élevé dans une famille de femmes. Vous avez 4 petites sœurs, Angelin. Oui. Alors, qui de Bertrand Blier, d'André Téchiné, de Georges Cukor ou d'Ingmar Bergman a le mieux parlé de la femme qui est très présente dans vos chorégraphies? Je crois que Bergman, à sa manière, a su vraiment révéler quelque chose de très fort de la femme, mais je pense aussi à Antonioni, qui pour moi est vraiment le chantre du portrait de femme en fait. C'est un portraitiste avec son pinceau de caméra, je dirais, et qui est capable de donner toute la profondeur et le mystère des femmes. Je vais vous proposer de regarder une bande-annonce d'un film qui vient de sortir et je vous dis pourquoi après. Ah, c'est Mademoiselle. C'est une bande-annonce que j'ai déjà repérée et dont je m'étais dit que j'allais évidemment voir le film. Vous savez pourquoi je vous montre ces images? Aucune idée. Parce que vous êtes approprié une phrase de Marcel Duchamp qui dit je fais de l'érotisme un acte traversant de mon travail. L'érotisme, c'est présent. Et là, est-ce que c'est l'érotisme qui vous a donné envie de voir les choses? Non, c'est pas l'érotisme particulièrement, c'est la façon dont, toujours pareil, dont il filme les corps et comment il y a une énergie qui traverse les corps. Et je trouve que c'est pas si courant finalement que les corps soient aussi, je dirais presque électrisés que dans les films de Park Chan-wook. Moi, j'aime l'érotisme quand il n'est pas annoncé comme tel, comme attention érotisme. C'est quand c'est un érotisme fugitif, fugace, qui vous saisit au détour d'un mouvement de jupe ou un regard ou une épaule. Et là, cet érotisme est encore plus fort parce qu'il est presque... c'est comme un érotisme qu'on aurait découvert en forêt, un érotisme naturel, quoi. Angelin, dans votre jeunesse, vous avez pratiqué le judo à haut niveau. Oui, c'est vrai. Moi, je vois des parallèles, des similarités entre le judo et la danse, dans l'idée de ces corps soulevés, qui à un moment peuvent être suspendus. Oui. Et ces formes de duo, c'est ce qu'on trouve dans votre travail. Exact. Alors, je vais vous présenter des photos de duo, et vous allez me dire celui que vous préférez de duo. Il y a Cary Grant et Katharine Hepburn. Il y a John Belushi et Dan Aykroyd dans les Blues Brothers, où il y a Ginger Rogers et Fred Astaire. Quel duo vous aimez? Alors je dirais qu'il y en a 2 qui me tiennent à cœur. Il y a celui de Ginger Rogers et Fred Astaire, c'est quand même incroyable. Rien que quand on regarde la photo, c'est d'une grâce et d'une beauté stupéfiante. La force de ce genre de cinéma et de cette danse, c'est que c'était filmé souvent dans un élan. Moi, je suis très passionné par ça, c'est-à-dire cette continuité entre le jeu de l'acteur et le corps et la danse de l'acteur. Et là, on le retrouve. L'autre, c'est
les Blues Brothers. C'est Bellucci. Avec Bellucci, qui est un Albanais. Voilà. Comme moi, je suis d'origine albanaise. Et c'est toujours très émouvant pour moi de voir et de revoir John Bellucci dans les Blues Brothers. Ouais. J'ai une surprise et un cadeau, les deux réunis. Ah, parfait. D'accord ? J'adore les cadeaux, mais les surprises aussi d'ailleurs. C'est parti. C'est un film d'Hitchcock. Non ? Non. Est-ce qu'elle vous inspire, cette musique ? Elle est très belle. Est-ce que vous pourriez en faire une chorégraphie ? Pas là, mais est-ce que ça vous donne envie de peut-être... Donnez-moi le disque et puis... Mais avant que je vous donne le disque, est-ce qu'il y a une bande originale de film qui vous accompagne ? Justement, j'évoquais Hitchcock parce que Bernard Herrmann a toujours été un compositeur qui m'a fasciné. Et j'ai souvent eu le désir irréalisé jusqu'à ce jour de faire quelque chose sur la musique de Bernard Herrmann. Cette musique, Angelin, que vous avez écoutée, c'est celle de Georges Duhamel pour Pierrot le Fou. C'est extrait de ce magnifique documentaire de Bertrand Tavernier, Voyage à travers le cinéma français, et des musiques qu'on n'a pas entendues depuis des années. Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour vous. Très beau cadeau. Et si vous avez envie de pousser l'exploration dans l'univers de Presse Jocage, le livre de Paul-Henri Bison célèbre 30 ans de création et vous délivre 1000 secrets de celui qu'on pourrait définir comme un agent provocateur d'émotions. À suivre dans le Screen Parfait, on monte carrément au 7e ciel. Nous déroulons le tapis rouge à un maître du cinéma iranien, Asghar Farhadi. Souvenez-vous de son chef-d'œuvre, Une séparation, auréolé de récompenses, dont l'Oscar du meilleur film étranger. Eh bien, son nouveau drame autour de la vengeance et du pardon, Le Client, lui a valu le prix du scénario au dernier festival de Cannes, ainsi qu'une récompense pour son acteur principal. C'est la leçon de mise en scène de très haute qualité de la semaine. Mais avant cela, Madame et série craque pour un acteur chaleureux et talentueux, Wendell Pierce, qui vous a forcément scotché dans The Wire et Trémé. Cette semaine, Madame et série donne la parole à un homme épatant. Cet homme, c'est Wendell Pierce, figure angulaire de séries indispensables tant par leur engagement social que par leur qualité narrative, comme The Wire et Trémé. Celui qui s'affiche sur petit et grand écran depuis la fin des années 80 vient de sortir Le vent dans les roseaux, une autobiographie délicate dans laquelle il tire le fil de sa vie, remontant jusqu'à ses ancêtres et racontant avec beaucoup d'amour sa vie à la Nouvelle-Orléans. Look, Antoine, I can't tell you it's gonna get easier. À 52 ans et après avoir reconstruit la maison de son enfance, dévastée par l'ouragan Katrina, Wendell Pierce fait un point sur sa vie et sur son histoire en nous rappelant ce qui compte vraiment, la famille et la transmission de la culture. Oh, Marie Laveau. Then the guys in the band go, Marie Laveau. This book was incidental. I was trying to document just the things I was doing after Katrina and what happened. Then it turned into something else. It was really an awakening about the importance and the legacy of family. It was an epiphany about the power of culture in New Orleans and how it's been used over generations. And then it became really about the power of art itself and how it can be rejuvenating and really restore something in you that that you didn't know was lost and that you know is needed. You know, there's a necessity for it. This book was a marker, as if I'm marking my passing on the road, that at this point, at this place, I came upon an awakening of the importance of legacy. Dans son livre, Wendell Pierce revient longuement sur Trémé, dans laquelle les habitants de la Nouvelle-Orléans reconstruisent leur ville brique par brique et planche par planche, encouragés par ce qui fait le ciment de la région, la culture et la solidarité.
With Treme, we were going through the experience of rebuilding the city. We were trying to depict the emotion of what people were going through at the time after a major trauma in their life. And that experience ultimately always brings you together and really defines a moment in time that will always connect you to the people that you went through that moment with. So that's how we became family. Family is the thing that most connects you to the past and are the people that are most likely to be there for you in the future. Home. He's home now. Well, Treme was art imitating life and life imitating art. It was more than a television show for me, especially when it came. It also was a demonstration of the real importance of art, how therapeutic it can be, how art is the place where you reflect on who you are as a society, as a community, where you hope to go, where you define what's important in your life, your values, and then you act on them. What thoughts are to the individual, art is to a society as a whole, and that's what Treme was for me. It was, at this moment in time, we lost everything in New Orleans, and to consider all the things that were important to us as a community, decide how we're going to restore it, where we're going to go, are we going to be able to come back? We came back one jazz solo at a time, one second line parade at a time, one shrimp étouffée at a time. You know, we really understood and tried to depict in Treme how that is at the root of why New Orleans is so important, our culture. De son travail d'acteur et d'artiste en général, Wendell Pierce entend évoluer, apprendre toujours plus sur lui-même. Incarner des personnages est devenu au fil des années un apprentissage personnel sublimé par les deux séries phares de David Simon. Come in. I think what I learned about Treme, from Treme, is exactly what I tried to put in the book, which is I come from a very resilient and strong and loving family. They have given me all the tools I need to be the man I want to be, spiritually, and be able to function in a world where there are those who don't have my best interest at heart, and I'll be able to survive in spite of that, and that I should have a great sense of pride in the accomplishment that I have as an artist, because so many have created a bedrock of what art and culture can be and how strong it can be in New Orleans. From Baltimore, I learned from The Wire about moral ambiguity, that in every aspect in life, people, whether you think it's they are of high moral standing or authority or not, there can be a real struggle about doing what is right and what is wrong, and that you should not just assume that you know what is true north or not. You shouldn't assume that you know that when faced with an ethical question, you will always choose the right thing. Here. I'll tell you what I'm gonna do. Solve the fucking case. Not a shot. I'm gonna give this one a name. A name? She's not going out to Crownsville, this one. Not on me, she's not. So what are you gonna do with her? Pay for a box at a mortician and ship her back to bumfuck Europe? I am always surprised at how effective and impactful art can be, but I'm not surprised about the importance of its role in our life. Comme Wendell Pierce, nous connaissons l'importance de l'art dans nos vies, d'autant plus après la lecture de son livre « Le vent dans les roseaux », qui distille de belles leçons de vie entre deux souvenirs. Pour un amoureux de cinéma, rencontrer le réalisateur iranien Asghar Farhadi, c'est un peu comme un apôtre de la danse devant les chorégraphies de Beyoncé. Oui, ça vire à la fête religieuse.
Ça respire même le sacré. Pour moi, Farhadi est l'équivalent d'un Bergman ou d'un Kieslowski. Il le prouve encore une fois avec son nouveau film Le Client, un film dont la signature porte en lui le suspense, le réalisme social, un approfondissement de l'homme et un moyen de sa découverte. من و خانمم که از اینجا اسباب کشی کردیم رفتیم توی خونه‌ای که باحال اینجا. از که شانس آوردیم بالاخره. ببین سر راه از سوپرمارکت‌های باز بود یه چیز برای صبحونه بگی هیچی نداریم تو. قربونت برم. J'ai un espion, Ashghar Farhadi. Sur votre tournage, on m'a rapporté un geste que vous faisiez. C'est ça? نه اینجوری نه، این خیلی سخته. Comme ça. این یه قاب میسازه و وقتی که جلو و عقب میکنی اندازه قاب کوچیک و بزرگ میشه و احساس میکنی که خود چشمت و بدنت شده یه دوربین و خیلی به من کمک میکنه. از بیرون یکم مسخره به نظر میرسه و برای بعضیا عجیبه، ولی من این رو از در فیلم بردارم چند سال پیش سر چهارشنبه سوری یاد گرفتم و بهترین ویو فایندریه که همراهم. همیشه با این همیشه روزهای اول فیلم برداری یه ویو فایندر به من میدن. خسته شدی؟ هم اینجایی که اونا کیه؟ این اهلیه چی شده؟ باحال اینجا. Pour apprendre à lire vos images, je voudrais qu'on parle de cet extrait, notamment de ce surcadrage délimité par cette ouverture et la perspective ouverte sur la montagne. Cette topographie, quel sens cela donne à votre mise en scène? این اولین پلانیه که فیلم برداری کردیم، روز اول فیلم برداری و تعداد زیادی برداشت گرفتیم. از قبل میدونستم که شروع تصویر چگونه است. این یه جوری این بلافاصله صحنه بعد از صحنه تئاتر و قابی که بستم یه جوری میخواستم پیوند بخوره به صحنه قبل که یه تئاتره. این مثل یه در واقع قاب صحنه تئاتره، انگار که از یه صحنه داریم یه صحنه تئاتر رو میبینیم که توش در واقع یه زندگی وجود داره. این یه بخشش بود. بخش دیگه ای اگر ما توضیح صحنه‌ای که آرتور میلر اول نمایشنامه مرگ فروشنده میده رو بخونیم، داره راجع به خونه‌ای صحبت میکنه که محاصره شده بین آپارتمان‌های دیگه و انگار که هیچ باغ و باغچه دیگه دیده نمیشه، کوه‌ها دیگه دیده نمیشن. اینجا اون حس رو به من میداد، انگار داریم تعریف میکنیم اون توضیح صحنه‌ای که آرتور میلر راجع به خونه ویلی لوان داره میگه. هم اینجایی که اونا La caméra effectue un travelling arrière. Elle précède vos personnages. Pourquoi ce mouvement, vous ne l'effectuez pas avec un chariot posé sur des rails? Vous lui préférez une caméra portée, quitte à casser la fluidité de votre mouvement. اینکه دوربین چگونه سوژه رو نگاه کنه، صحنه رو نگاه کنه، خیلی بستگی داره که به دینامیک خود داستان. توی این فیلم و فیلم جدایی و فیلم بخش زیادی از فیلم درباره الی، بدن اینکه اتفاق مقابل دوربین رخ میده، اون بحران اصلی، دوربین روی دوشه. دوربین روی دوش همیشه یه دینامیکی رو به ما به عنوان بیننده منتقل میکنه. یه جوری یه ناآرامی توش هست که به درد این قصه میخورد، چون فضای ناآرام و بی‌ثباتیه و یه بیقراری توی دوربین هست. به این دلیل من فکر کردم که کل فیلم رو دوربین روی دست بگیرم و هیچ جای ما در واقع جز توی صحنه‌های تئاتر که دوربین روی سپایه میره، صحنه‌ای که دارن اونا نقشای نمایشنامه رو بازی میکنن، بقیه فیلم همه دوربین روی شونه است. Ce que j'aime dans votre cinéma, Ashghar Farhadi, c'est que c'est pas un cinéma paresseux. Beaucoup auraient utilisé, à la suite de ce plan-là, un contre-champ pour nous montrer le regard de votre personnage. Vous faites l'économie de ce plan-là. Pourquoi? من وقتی که دارم جای دوربین رو مشخص میکنم یا قاب میبندم که یه سوژه رو ببینم، در هر لحظه فکر میکنم که تماشاگر باید بیشتر کنجکاو باشه که بیرون قاب بدونه چه خبره. اگه بلافاصله بیرون قاب رو بهش نشون بدی، اون دیگه هیچ در واقع تعلیقی براش وجود نداره که ببینه. ما اینجا با اینا میاییم عقب
و حتی دیرتر از خود کاراکترها اطراف رو میبینیم و ببینیم که اونجا کجا هستن، در حالی که توی شیوه کلاسیک و کلیشه اینه که بلافاصله وقتی اینا وارد اینجا شدن یه پی او وی ازشون بزنیم که ببینیم که اینا چی رو دارن نگاه میکنن. خود در واقع فرم جای دوربین و دکوپاژ توش یه تعلیقی باید وجود داشته باشه برای این نوع فیلم. قفله؟ این چی میگه؟ مسائل مستاجر قبلیه. ما قراره بیاد بره. بابا نترس منم بابا باشو بیا برش بیس من برو بازی کن. چند وقت خالیه؟ 3 هفته. یک سوالی عماد شخصیت اصلی از بابک که صاحب این خونه ازش پرسه، میگه که این خانم چند وقته مستاجر قبلی اینجا رو ترک کرده و بابک میگه 3 هفته و تماشاگر اینو باور میکنه، فکر کنه که 3 هفته است از اینجا رفته، ولی اگر دقت کنه این حرف راستی نیست و ما میتونیم متوجه رابطه یه بویی ببریم از رابطه بابک با اون زن، به دلیل اینکه یه گربه تو اون خونه گیر افتاده همون لحظه و دارن از پشت گاز اون گربه رو میکشن بیرون. چجوری ممکنه در اینجا بسته باشه، دیدیم قفل بود و یه گربه 3 هفته تو این خونه مونده باشه؟ پلان حتی اگر تماشاگر این هم نبینه، اگه کم دقت کنه، وقتی در حمام رو رعنا باز میکنه میبینه که آب هنوز داره چکه میکنه و یه ظرف آبی اونجاست که تازه پر شده. این معنیش اینه که 3 هفته نیست که در این خونه خالیه. به نظر میاد همین امروز صبح از این حمام استفاده شده. اینو بخش از کاراکتر پردازیه و بعدها میفهمیم که میتونیم حدس بزنیم که اون بابک راست نگفته، شاید امروز خودش اینجا بوده. Ashghar Farhadi, pourquoi filmez-vous? فکر می‌کنم فیلم می‌سازم که یک کم ناآرامی هایی که دارم و از بچگی داشتم رو پاسخ بهش بدم. من آدم نشستن یه جا نیستم، همش در حال رفت و آمدم، همش در حال راه رفتنم. وقتی فیلم میسازم این پروسه یه جوری مثل یه قرص آرام بخشه برام. Ce numéro de Ciné-Série et compagnie s'achève. Ne manquez pas les derniers jours de cette rétrospective consacrée à Jafar Panahi, cinéaste résistant et devenu clandestin dans son propre pays, l'Iran. Prochain metteur en scène à l'honneur ici au Centre Georges Pompidou, le plus singulier des cinéastes portugais actuels, João Pedro Rodrigues, qui viendra présenter son nouveau film L'Ornithologue. Et comme à Ciné-Série et compagnie, on aime vraiment tous les genres de cinéma, on se quitte avec des images exclusives de ce qui sera sans aucun doute l'événement de l'été prochain, le nouveau Luc Besson, Valérian. Attention les yeux. Home sweet home. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue. Because the wind is high, it blows my mind. We got on just great. You flirted. I smile. Yeah, we're a team.